Bon, on y va? Allez, go. C'est parti. Bienvenue au Jabal Café, moi c'est Jabal et aujourd'hui j'ai un invité très spécial, mon pote, champion de bodybuilding, Julien Cagliarini. Merci infiniment d'être au Jabal Café, j'adore tes vidéos, j'adore tout ce que tu fais et j'ai eu la chance de te rencontrer il y a plusieurs années. Depuis on est devenus amis et tu es une vraie inspiration pour beaucoup de personnes sur YouTube, dont moi. Et c'est plus qu'un honneur que de t'avoir aujourd'hui au Jabal Café. Écoute, merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis vraiment ravi d'être là et vraiment, écoute, c'est toujours moi un plaisir de te revoir. Tu vois, la dernière fois c'était à Los Angeles, ouais. Là c'est ici à Paris, donc écoute, c'est super, vraiment. Fraîchement débarqué d'Avignon, mais avant ça, ça fait quoi? Ça fait 2-3 ans là que t'es pas rentré en France? Ouais, 2 ans et demi. 2 ans et demi quand je suis pas rentré en France, donc c'est vrai que là ça a été retrouvailles de la famille, pas vu depuis longtemps, donc voilà, puis en plus pendant les fêtes, donc tu imagines que là c'était c'était super intense. T'as bien mangé à Avignon? Ouais, écoute là, comme je te dis, c'est vrai que ça fait quasiment 2 ans et demi aussi que j'étais en diète pour mes compétitions où je faisais vraiment très peu d'écart et tout ça, mais là j'ai décidé pour les vacances, là les 15 jours, je me suis fait plaisir avec ma famille et j'ai profité à fond, donc profiter des repas et voilà, je suis requinqué à bloc. On en reparlera tout à l'heure. Je veux juste avoir, pendant qu'on vient de commencer, ouais. Ton ressenti sur la France et sur ces plus de 2 ans passés à l'étranger, à Miami, où est-ce que tu résides maintenant. Est-ce que ça te fait un choc? Qu'est-ce que tu vois de différent depuis que tu as débarqué à Paris ou même depuis que tu es rentré à Avignon chez toi? C'est quoi la différence? Alors la différence, déjà... Qu'est-ce qui t'a sauté aux yeux quand tu es arrivé en France? Le froid. Non, c'est vrai que passer de 25 à 30 toute l'année à d'un coup arriver à Paris, il faisait il y a 15 jours, je sais pas, 3-4. Ouais, ça faisait un choc. Et puis, non, mais écoute, après, j'étais tellement à fond tellement envie de revoir les amis, la famille et tout, que j'ai pas trop calculé en fait ce qui se passait. Ça t'a manqué un peu Paris, la France, Avignon? Ouais, quand même beaucoup. Puis en fait, c'est vrai que nous, je suis pas rentré depuis avant les premiers attentats. Et du coup, nous, on est un peu décalé. On voit de l'extérieur, la France de l'extérieur. Et ça faisait peur, tu vois. Donc de pas être rentré. On a une image à l'étranger de la France qui est en guerre, malheureusement. C'est vrai que j'étais pas là aussi pendant toute cette période. Ouais. Ça fait un moment que je suis rentré quand même, là, ça commence à faire quelques mois. Et c'est vrai que ça m'a choqué de voir des militaires partout, dans les centres commerciaux et tout. Par contre, tu m'as dit un truc tout à l'heure. Et tu m'as dit quand même, les gens font la gueule. C'est le premier truc aussi. Marjo aussi, on m'a dit tout à l'heure. Je suis désolé de vous balancer, mais c'est un truc que j'ai remarqué aussi. C'est clair. En fait, c'est vrai que, en même temps, on a de la chance d'habiter à Miami, mais à Miami Beach, c'est pas vraiment les États-Unis. Pour les gens qui vivent là-bas, c'est tellement multiculturel, c'est tellement mixte, tu vois, que voilà, il y a cette ambiance latino, les gens sont tout le temps de bonne humeur, ils vont venir te parler naturellement, ils vont pas avoir peur et voilà, ici, c'est vrai que quand quelqu'un vient te voir et que tu le connais pas, de suite, tu vois ce que je veux dire? C'est fait pas naturel, alors que là-bas, c'est vraiment l'ambiance. Un peu des îles, Caraïbes, de latino, un peu tout ça mélangé. On doit te parler espagnol toutes les 2 secondes, vu la tête que t'as. Tout le temps. Et tu parles espagnol? Écoute, non. non, d'origine italienne, mais je parle pas non plus italien. Bon, après, forcément, en vivant à Miami, t'es obligé de parler un peu quelques mots d'espagnol, donc on commence à comprendre, parce que c'est vrai que là où on est, c'est 50-50. C'est autant anglais qu'espagnol, si ce n'est plus. Ouais, les gens ne savent pas, mais c'est vrai que ils parlent presque plus espagnol qu'anglais. Ouais, là où je suis, c'est clair qu'ils parlent quasiment plus espagnol qu'anglais. Et bon, donc on est obligé de s'y faire. Et c'est là que je regrette d'avoir pris allemand première langue au lieu d'avoir fait anglais-espagnol comme tout le monde. Mais bon, à l'époque, c'était comme ça. Donc voilà. Est-ce que tu vois une différence entre
t'es champion de bodybuilding, on reviendra tout à l'heure, on parlera de ta carte pro, de ton parcours, d'Avignon, de la vie d'expatrié, de ton passé aussi en tant qu'artiste, acteur, arts martiaux, tu sais musicien. Tout, hein. Ouais, je sais, mais tout ça, crois-moi, j'ai beaucoup de questions à te poser sur ça. Avant d'arriver au cœur du sujet, il y a autre chose dont je voudrais te parler, c'est quelle est la différence entre le bodybuilding et le fitness en France et aux États-Unis par exemple. Je sais que ça se développe beaucoup là depuis quelques années. Ouais. En France, il y a beaucoup de chaînes de motivation, fitness. Il y a beaucoup de choses qui se passent. On est toujours en retard ou à l'heure. Ah oui, non, tout à fait. Tu vois, en retard, tu peux le dire. En retard, tu voilà, peux le dire. Je n'osais pas le dire, mais non, ouais, non, on est un peu en retard en France. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué entre le fitness et le bodybuilding aux États-Unis et en France? Déjà, premièrement, c'est la perception des gens extérieurs à la discipline qui, aux États-Unis, ils t'idolâtrent. Tu marches dans la rue, tu vas à la salle et tout ça. Les gens sont vraiment... ils t'encouragent à fond, ils te poussent toujours vers le haut, ils te disent ouais, ça c'est génial, ça doit être voilà, ils savent ce que c'est, ils savent que c'est la diète c'est super dur à tenir, ils savent que les entraînements c'est voilà, c'est énorme, ils savent le nombre d'années qu'il faut pour tu vois, et ils savent le travail qu'il faut pour arriver à ça. Je trouve que même lorsqu'ils ne savent pas, chose que les Américains savent faire naturellement, c'est que ils jugent pas. Exactement. Quand ils savent pas ce que c'est qu'un mec qui ressemble à Dorian Yates ou alors tu vois, pour eux, ok, bah il est juste différent physiquement, mais pas de jugement, c'est vrai. Bonjour, qu'est-ce que je peux faire pour vous aujourd'hui? Ça fera 48-29 et puis voilà quoi. Ouais, non, c'est clair. C'est la grosse différence. En France, on te juge énormément par ton apparence, du coup tu ressembles pas à tout le monde et ben t'es catalogué quoi direct. Et c'est voilà. Et est-ce que tu vois une différence dans les salles de sport? Est-ce qu'on se comporte différemment dans les salles de sport en France ou aux États-Unis? Doudou, qu'est-ce qu'elle a, Ninette? Viens bébé. Qu'est-ce qui t'arrive? Une boule de poil? Viens Doudou. Bon, désolé, hein, mais comme je t'ai dit, c'est comme à la maison. J'adore les chats. La petite Ninette, quand elle est malade, je suis désolé, mais je suis obligé de la caresser un petit peu, sinon elle se sent pas très bien. Oui, je te demandais la différence. Tu sais, moi, déjà quand on s'est rencontrés, j'étais super content déjà de rencontrer quelqu'un que je pouvais regarder en me disant voilà, c'est un champion, c'est quelqu'un qui est à fond dans le fitness, qui est à fond dans le bodybuilding. Et moi, ça faisait quelques années aussi que je faisais ça, mais vraiment dans mon coin. Et je trouvais quand même qu'il y avait les gens te regardent différemment quand tu fais ça. Ouais, mais parce que... On trouve que c'est narcissique, on trouve que ça. Tu te la racontes. Exactement. On trouve que t'as tout dans les muscles mais t'as rien dans le cerveau, alors que c'est faux. C'est souvent l'image que les gens ont, mais parce qu'aussi, comme dans toutes les disciplines et comme partout, il y en a qui gâchent l'image du sport aussi par ce fait-là, parce qu'ils racontent certainement des conneries sur le sujet, qu'ils montrent des mauvais exemples, etc. Du coup, les médias français sont friands de ce genre de trucs, et donc ils vont montrer au grand public les pires trucs du bodybuilding, les pires trucs du fitness, et du coup vont en faire une généralité. Et c'est comme ça que les gens après, s'imaginent des choses. Alors qu'est-ce qu'il y a de bien pour toi dans le fitness? Moi, il y a beaucoup de choses que je trouve bien parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. La salle de sport, être aussi un peu solitaire. Moi, j'ai toujours été un peu solitaire. Les sports d'équipe, j'ai jamais été très attiré. Ouais. Et il y a aussi, tu vois, le miroir, tu vois, se regarder. Les gens pensent que on s'y croit, on se regarde dans le miroir et puis c'est narcissique, mais pas du tout. Ils savent pas que, en fait, les bodybuilders et puis les gens qui font de la musculation essaient de corriger aussi leurs mouvements devant le miroir. Donc, qu'est-ce que tu dirais de positif sur la musculation, sur le fitness, à quelqu'un qui connaît rien du tout? Pas du tout. Qu'est-ce que ça t'a apporté, toi? Déjà, ça doit
ça doit être un mode de vie en fait, parce que si vraiment tu veux te lancer là-dedans, musculation, fitness, etc., voilà, c'est la nutrition et l'entraînement, ça fait bloc. Tu peux pas faire l'un sans l'autre, ou alors tu n'auras vraiment pas les résultats que tu veux, quoi. Donc c'est vraiment quelque chose, c'est un mode de vie à part entière, vraiment, et sur du très long terme. Donc c'est quelque chose, moi ça fait 20 ans maintenant que j'ai commencé, et je me suis jamais arrêté, mais c'est une passion à long terme. Il faut le voir vraiment sur du long, mais c'est comme pour tout, ça se construit, et moi je vois ça aussi comme à la fois un sport et à la fois un art, comme l'acteur ou le sculpteur qui va se sculpter sa statue, ce que tu veux. Nous on se sculpte l'image qu'on a dans notre cerveau, on essaye de se le sculpter soi-même, voilà, mais il y a tout un tas de choses à connaître pour arriver à ce résultat, au résultat qu'on se fait, voilà. Et c'est énorme, les gens ne se rendent pas compte de ce qu'il faut connaître comme données scientifiques sur la nutrition, sur l'entraînement, et tout ça. C'est vraiment très... En France, on commence un peu à découvrir que voilà, quand on fait de la musculation, est-ce que c'est 50%, est-ce que c'est plus même de diète que de salle? Moi je dirais c'est vraiment... Ça dépend dans quoi on veut se tourner, mais si on veut faire de la compétition ou même avoir un physique taillé dans la pierre, sans la nutrition, c'est impossible. À combien de pourcents à peu près on peut juger les deux? Moi je dirais 60-70% de nutrition. Mais j'accorde quand même beaucoup d'importance à l'entraînement, évidemment. Moi, c'est parce que aussi j'en ai besoin, parce que c'est mon échappatoire, c'est ma passion. Ouais. Et j'ai besoin d'y aller quasiment tous les jours, ou au moins 6 jours sur 7. Voilà, pour me défouler aussi, et puis parce que j'adore ça, tout simplement. Mais après, c'est possible de se forger un corps athlétique, et très bien avec 3-4 séances par semaine si la diète... 3-4 séances par semaine, c'est déjà énorme la diète pour le français moyen. Ouais, mais pourquoi on ne trouverait pas... Enfin, ça fait 4 heures dans la semaine, c'est rien. 4 heures dans la semaine. Les 4 heures, tu les trouves... voilà, c'est... À la place d'aller 1 heure au bar, 1 heure en boîte, ou 1 heure aller perdre... dans n'importe quoi, 1 heure, vraiment, si on est motivé, ça se trouve n'importe quand. Après, il y a un engouement là en ce moment en France, ouais, où les salles de sport se démocratisent, c'est un petit peu moins sélect qu'avant, ça coûte moins cher aussi. Ouais, c'est vrai. Et puis grâce à Instagram, on a tous envie de te ressembler, on a tous envie, tu vois, d'avoir des gros pecs, on a tous envie d'être comme toutes ces stars. Ben, c'est vrai qu'à l'époque, quand j'ai commencé mes premières compétitions et tout ça... En quelle année? Alors mes premières compètes, je crois que c'était 2005, un truc comme ça. Et à l'époque, il n'y avait que la catégorie bodybuilding, il n'y avait pas d'autres catégories que maintenant, justement, men's physique, classé physique et tout ça, ça n'existait pas. Avant, c'était body et point barre. Et c'était des trucs dans des gymnases pourris. Bon, ça existe encore certainement, mais c'était vraiment... il n'y avait pas de réseaux sociaux. Facebook, ça venait tout juste de commencer à s'étendre, mais alors personne s'en servait. On faisait ça parce qu'on était, on avait un objectif en tête, mais maintenant, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui font ça pour les réseaux sociaux, pour se mettre en avant, et voilà, à l'époque, c'était vraiment la pure passion. Qu'est-ce que tu penses de ça, là, par exemple, là, j'ai pas envie de jeter la pierre, parce que moi aussi, un petit selfie, torse nu, abdos, pecs, ça fait toujours plaisir, et puis ça... C'est sûr. Tu sais, c'est rassurant aussi, ça nous fait du bien, quelque part. Puis ça motive les autres, en fait. Donc, c'est sûr que moi je le fais, je suis le premier à le faire, hein, évidemment. C'est ton boulot maintenant. C'est mon boulot. Mais en même temps, voilà, quand là, en rentrant en France, que j'ai la chance de tomber sur des gens qui me reconnaissent dans la rue et qui viennent me parler et me dire comment mes vidéos les motivent à aller s'entraîner, à aller à la salle, et qui regardent tous les jours et tout ça, ça me regonfle à bloc, et ça me dit, voilà, si je le fais pas pour rien, quoi. Est-ce que tu pensais au début, lorsque tu as commencé à faire tes vidéos YouTube, tu étais déjà champion, tu avais déjà ta carte pro, enfin, tu habitais déjà aux États-Unis. J'ai eu ma carte pro après, mais j'avais ma carte pro d'une autre fédé, et après j'ai changé de fédé parce que je voulais
être dans la fédé la plus connue au monde, celle d'Arnold, celle de Dorian Yates, celle de voilà. Donc j'ai dit bon, j'ai réussi à avoir sa carte pro d'une certaine fédé, mais c'est pas celle-là que je veux. T'as la carte pro d'Arnold. Là, là, voilà, la carte pro IFBB, c'est ça. C'est de la carte pro qu'a eu Arnold. Énorme. Exactement. Donc c'était celle-là que je voulais et j'ai galéré comme un fou pour l'avoir. On en reviendra plus tard sur la carte pro parce que c'est super intéressant. Ouais. Tu étais déjà aux États-Unis à ce moment-là, tu t'étais déjà expatrié, tu me diras pourquoi. Tu es rentré là il n'y a pas longtemps, j'ai envie de dire au pays, au village, Avignon. Avignon. Tu es originaire d'Avignon. C'est là que je suis né, ouais. Et tu me disais tout à l'heure, là, quand on arrivait, les gens te reconnaissent dans la rue. Ouais. Et ils te disent, enfin, ils savaient même pas que tu étais d'Avignon, quoi. Non, c'est ça que c'était. Ils ont dû halluciner. Ouais, ils se sont dit, le mec, c'est clair. Ça. Ouais, exact. Non, enfin, il me semblait l'avoir dit dans une de mes vidéos, mais bon, après, peut-être que c'était pas vraiment explicite, mais ouais, peut-être que les gens s'attendent à ce qu'on soit forcément de Paris ou autre, mais non, j'étais d'Avignon et après, je suis parti à Montpellier par la suite pour continuer mes études parce qu'à l'époque, il y avait pas voilà, il n'y avait pas la faculté de sport à Avignon, il n'y avait que les 2 premières années. Ouais. Et donc j'ai dû partir à Montpellier pour continuer. Mais sinon, à la base, ouais, je suis d'Avignon. Comment on appelle les gens qui habitent à Avignon, les Avignonnais. Qu'est-ce qu'un Avignonnais de, je sais pas, de 10, 11, 12 ans se dit lorsqu'il découvre les poids, la salle de sport, les arts martiaux, et à l'époque, bien sûr, pas de YouTube, pas d'internet, pas d'Instagram. Je sais même pas si tu avais une salle de sport à côté de chez toi. Alors, ouais. Qu'est-ce qui t'a amené à tout ça? 11-12 ans, bah, en fait, j'ai toujours été sportif. J'ai commencé par la natation, la planche à voile et tout ça à 5 ans déjà. Mes parents m'avaient mis sur la planche à voile et déjà je soulevais les voiles et tout ça et je commençais à... Et pareil pour la natation, donc déjà j'étais assez sportif. Après karaté, judo, tout ça, ça a été voilà. Et après, je sais pas, le déclic ça a dû être vers, je l'avais dit dans une de mes vidéos, vers 13-14 ans je crois. C'est en gros un collègue au collège qui me montre un magazine, ça devait être Muscle Fitness ou un autre, ou Flex à l'époque avec Schwarzy, Ronnie Coleman et tout ça. Et quand j'ai vu, j'avais jamais vu de ma vie avant ça, je savais pas que c'était possible si tu veux. Ouais. Et quand j'ai vu ça, ça m'a impressionné et il m'a dit un truc, si tu veux plaire aux filles, c'est comme ça que tu dois être et tout. Et là, ouais, ça m'a fait rêver quoi. Et j'ai commencé à me faire des pompes dans ma chambre tous les soirs. Je savais pas du tout comment m'entraîner, mais allez, il y a que ça que je pouvais faire. Et à partir de 14-15 ans, j'ai commencé à faire des pompes tous les jours, des abdos dans ma chambre. C'était énorme. Et ça a marché avec les filles? Eh ben, écoute, ça va. Parce que au début, est-ce que tu avais envie, enfin, qu'est-ce qui t'a inspiré lorsque tu as vu, je sais pas, Ronnie Coleman, il est énorme, Arnold, tu voulais être comme eux, tu voulais être star de cinéma, tu voulais être sur les podiums. Ouais, après, par la suite, c'est vrai qu'à l'âge de 14-15 ans, je regardais tous les films d'Arnold, ça faisait rêver, quoi. C'était l'époque des acteurs de films d'action et ça me faisait rêver. Et du coup, c'est à partir de cet âge-là que j'ai toujours rêvé de faire acteur de films d'action et tout ça. Donc ça a été, même maintenant, hein, c'était vraiment ça, quoi. Et à partir de là, tu voulais être, t'as fait STAPS, non? Ouais. C'est ça? Donc j'ai fait STAPS, donc c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives, donc fac de sport si on veut. Et donc j'ai fait mes 2 premières années de DUG à Avignon, et après j'ai continué mes études à Montpellier, donc licence, maîtrise, master, etc. Et j'ai fait un paquet de... Et évidemment la route est encore très longue jusqu'à Miami Beach et jusqu'à la carte pro et le rêve américain et compagnie. Ouais, c'était long. Et j'imagine qu'entre temps il y a dû avoir 1 milliard... Doudou, il y a eu entre temps 1 milliard de ups, de downs, de difficultés, d'obstacles. Ah, c'est clair. C'est clair. Et entre temps, t'as été musicien? Ah oui, j'ai eu un groupe de musique hard rock heavy metal pendant longtemps, près 6 ans au moins minimum.
On a fait des tremplins rock, on a gagné des tremplins rock, on a sorti aussi un CD. Et on avait aussi des fans, c'était génial, c'était une période de ma vie vraiment exceptionnelle. Je me suis éclaté. Mais toujours, j'avais toujours cette passion de la muscu dans toute cette période-là aussi. J'ai jamais lâché la muscu non plus. En étant musicien. En étant musicien. Toujours la muscu. Ouais, ça a été toujours. Et les arts martiaux, j'ai vu une bande démo. Ouais, t'as vu ça? C'était le karaté, j'ai commencé, je sais plus quel âge j'avais, mais 13-14 ans, un truc comme ça. Je passe la ceinture noire à 17-18 ans, un truc comme ça. Et ouais, les arts martiaux aussi, parce que quand j'étais plus jeune, je regardais les films de Van Damme, comme beaucoup aussi. Donc ça m'a aussi inspiré, donc c'est ça qui m'a boosté à vouloir la panoplie du super-héros de films d'action. Donc arts martiaux, muscu, je voulais me forger. Exactement. Arnold, Van Damme. C'est ça. T'as fini à Miami maintenant. Ben ouais, parce que si tu veux, le parcours d'Arnold, Van Damme, Stallone m'ont beaucoup inspiré quand j'étais plus jeune. C'était en gros, le mec parti d'une campagne d'Autriche sans connaître personne, qui vit son rêve américain aux États-Unis et qui devient star Hollywood, Mister Olympia d'abord et puis star hollywoodienne comme on sait maintenant. Combien de fois? 7, 8 fois? Ouais, 7 fois. Ouais. C'est énorme. Ouais, c'est énorme. On en reviendra là-dessus parce que tu es sur Road to Olympia toi maintenant. Bah écoute, oui. Donc si tu veux, depuis cet âge-là, je me suis toujours dit il faut que j'aille aux États-Unis pour réussir là-dedans. Ouais. Mais à l'époque, c'était acteur de film d'action. Mais je savais que j'allais pas passer par un cursus normal. Tu vois, donc c'est pour ça que C'était quoi le cursus normal selon tu toi? te dis, cursus normal, c'est les meilleures écoles de théâtre, les meilleures écoles de cinéma, etc. Mais voilà, je me suis dit, lui, il n'est pas passé par ce cursus-là, il est passé par Mister Olympia, il est passé par... je sais pas, ça m'a inspiré. C'est ce qui lui parlait le plus. Ouais, c'est ça. Tu vois, c'est comme toi, lorsque quand tu avais ton groupe. Ouais. Pourquoi continuer à pousser la fonte? Il n'y avait pas, logiquement, c'est vrai. Mais c'était plus fort que toi. C'était plus fort que moi parce que j'aimais ça, tout simplement, parce que voilà, je suis quelqu'un de passionné, j'aime faire beaucoup de choses. Alors c'est vrai que du coup on me disait, mais le fait de faire beaucoup de choses, du coup tu fais pas une chose de bien, mais j'aime faire tout ça. Donc donc je m'éparpillais trop, les gens disent, mais voilà, c'est les artistes, on est tous comme ça. Je me retrouve en plus dans ton témoignage parce que on appelle ça en anglais les jack of all trades or spade or whatever. Et on fait tout, mais on ne sait pas vraiment où est notre spécialité. Ça. Mais j'avais pas envie de choisir, quoi. Je voulais pas me dire je veux faire ça et que ça. Parce que je me sentais pas de me dire je fais de la musique, mais je lâche la muscu, je lâche le karaté, je lâche tout le reste. Non, parce que j'en ai besoin de ça, c'était mon truc, quoi. Donc, t'as fait aussi un truc que beaucoup de Français ont envie de faire, encore. Là, ça a toujours existé, mais là, de plus en plus, depuis les dernières années, j'ai l'impression, s'expatrier. Ouais. Et aller vivre à l'étranger, et surtout aller vivre aux États-Unis. Ça, c'est le rêve de tout le monde. C'était mon rêve, moi aussi, pendant des années. Je l'ai fait. Et j'étais tellement content de te voir avec Mario là-bas. On s'est revus à LA. Et là, je sens qu'en France, il y a beaucoup de personnes qui veulent s'expatrier, qui veulent aller vivre à l'étranger, et surtout aux États-Unis. Mais ils savent pas que la route est tellement longue et semée d'embûches. Et ça a été facile pour toi? Non, j'ai fait toute une vidéo justement sur ça, sur ma chaîne aussi, où j'explique mon parcours. Non, ça a été très galère et des remises en question permanentes, des galères de fou, avoir envie de laisser tomber 10 000 fois, vouloir rentrer en France parce que on fait tout pour... au final, t'as des bâtons dans les roues tout le temps, mais en même temps si c'était facile tout le monde le ferait et tu vois, donc c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que le parcours a été super galère. Mais voilà, une fois que tu es arrivé à ton but... Les gens ne savent pas, c'est que ce genre de truc, tout compris, ça prend des années.
des années, ça se prépare. Ça se prépare, ok. De quelle manière? Disons qu'à l'époque justement d'Arnold Van Damme et tout ça, on pouvait encore débarquer aux États-Unis avec pas trop de sous en poche, on pouvait trouver un boulot, machin, voilà. Maintenant c'est impossible ça, c'est vraiment très très difficile, les contrôles, les visas sont tellement durs maintenant à obtenir, ça coûte très cher, c'est des paperasses de fou, ça a été une galère monumentale et puis ça a été un travail à temps plein pour moi, en plus de mon boulot, pour construire tout ce dossier. Et puis après, une fois que j'ai eu mon visa, ça a été encore une galère, fois puissance 10 pour la carte verte aussi. Maintenant, t'as ta carte verte. Voilà, c'est le sésame de tous les Français, c'est la carte verte. La carte verte, c'était vraiment quelque chose aussi, tout le monde me disait, mais jamais tu arriveras à avoir la carte verte, c'est plus possible, aux États-Unis c'est un truc de malade. C'est plus possible. Et c'est ça qui ils sont pas français ces gens-là qui t'ont dit c'est plus possible, tu n'y arriveras pas. Mais pourquoi tu fais tout ça? C'est exactement ça. Et moi j'ai envie de dire l'inverse aux gens, que tout est possible si on commence à y croire avant tout, quoi. Et voilà, c'est ça que j'essaye de faire passer aux gens, c'est que ouais, c'est clair que tu vas en chier, tu vas galérer, tu vas... Peu de gens ça. Mais c'est possible, c'est possible. Mais c'est une belle aventure en même temps, tu vois. Moi je repense aussi à la mienne et je suis encore en plein dedans. C'est long, c'est difficile, ça prend des années et malgré l'envie de tout lâcher, en fait parfois, je sais pas pour toi, mais on n'y pense pas en fait. On se dit, ça fait partie du voyage, ça fait partie du chemin. Ça. Et les Américains ils disent keep calm and carry on. Encaisse. C'est ça. Et continue d'avancer. Bien sûr, il y a des remises en question. Moi, je trouve ton parcours, il est super inspirant parce que, franchement, un mec d'Avignon, on en reviendra tout à l'heure, mais tu sais, on en parlait. Comment il s'appelle le créateur? Christian Audigier. Christian Audigier, qui est d'Avignon. J'adore son livre. Exact. Des cités d'Avignon aux cités des anges. Ouais, c'est vrai. Franchement, le mec, il est parti il a fait un business de fou. Et c'est pas seulement la réussite, parce qu'il est très showbiz. Oui. Non, mais il faut voir le parcours, il faut voir c'est pas uniquement le personnage qu'il est. Enfin voilà, parce qu'on peut s'imaginer plein de trucs, on peut penser ce qu'on veut. On le voit avec Stallone, avec Michael, avec Britney Spears. Non, il faut voir le parcours. Il avait ce truc de se dire. C'est un warrior. Voilà, c'est ça. Tu sais, à LA, où est-ce qu'il habitait? Moi, j'habitais à Los Angeles lorsqu'il est mort. Ouais. Et je m'étais pas rendu compte à quel point le mec, c'était une légende dans la communauté française et même dans la communauté francophone. Et tu l'as ressenti, ça? Ah, je l'ai ressenti. Franchement, quand il est mort, mais tout le monde était dégoûté, tout le monde était en deuil. Et tout le monde, même ceux qui n'étaient pas dans la mode, qui n'étaient pas dans le showbiz ou quoi que ce soit. Le respect du... Exactement, ils ont tous salué, rendu hommage en disant... Le mec, c'était un warrior et vraiment, il vient des cités d'Avignon. Ouais, c'est vrai. Et pour un mec d'Avignon, de province, qui arrive à LA, respect, quoi. Est-ce que tu partages cet avis en disant, mais venir d'Avignon et réussir aux États-Unis comme il l'a fait, vraiment chapeau, quoi. Ah ouais, non mais carrément. C'est... on s'imagine pas vraiment en fait, on pense, je sais pas, à tort que c'est les gens qui réussissent, c'est que les gens de Paris ou que les gens de, tu vois, mais du coup ça inspire les gens d'autant plus que ce soit une petite ville, voilà, avec, c'est vrai qu'il y a, non mais c'est clair. Le sud, on se dit pas que, non, il y a des guerriers là-bas aussi. Ouais, il y en a partout au final, voilà, on peut venir de n'importe quelle ville, même paumée de France, et faire des miracles. Tu sais, je vais te dire un truc que j'ai remarqué là, ça me revient tout de suite. J'en ai pas rencontré beaucoup des Parisiens à l'étranger, des expatriés parisiens. D'accord. Ouais. Ça a été bizarre, souvent des... Que des provinciaux. Peut-être parce que c'est déjà une grande ville et qu'ils se complaisent Je pense qu'en tant que Parisien, déjà on croit qu'on est le centre du monde. Ouais. Déjà on pense qu'il n'y a que Paris et il y a le reste de la France. Et c'est mon avis, hein. Je pense qu'on est un peu gâtés aussi à Paris, tu vois. On a des beaux transports en commun, on a des beaux murs,
on vit bien. Alors je dis pas qu'il y a des, je dis pas que tu vois il y a pas de quartier super difficile à Paris où vraiment Partout. tu vois c'est chaud. Partout. Avignon. Mais partout, Avignon. Montpellier, pareil. À l'est, dans le nord, n'en parlons même pas. Et je pense que c'est plus dur pour un Parisien de quitter sa petite zone de confort, son petit métro, tu vois, même son RER, hein, même quand on vient de banlieue et compagnie, c'est mon cas. C'est un peu plus difficile d'aller s'expatrier, vraiment, tu sais, de se prendre la claque ce que tu veux dire, de l'étranger et vraiment de se retrouver dans un autre pays dans lequel on mange pas la même nourriture, on parle pas la même langue, on n'a pas la même culture, pas les mêmes codes. Je trouve que les provinciaux, on peut dire c'est les provinciaux. Ah oui, tout à fait. Oui. Je trouve que les provinciaux, ils ont ce truc-là. Quand ils quittent leur village, c'est vraiment... c'est les guerriers qui s'en vont, quoi. Et... Au revoir, tu vois, c'est Arnold qui quitte l'Autriche et qui dit tiens, vous voulez que je devienne policier, facteur, cycliste? Non. Moi, j'ai passé d'une petite ville comme Avignon à Miami, c'est tout juste énorme. Alors qu'une grosse ville comme Paris, déjà, ça fait pas le même effet. On y perd. Honnêtement, en tant que Parisien, moi j'avais l'impression qu'on y perdait parfois. On y perdait au change. Oui, c'est possible. Après, seule la foi t'aide à continuer. Et Ninette, t'as gâté mon cadre. Attends, je reviens tout de suite, je vais juste vérifier si mon cadre est toujours bon. Parce que là, il y a la Ninette. Non, on est toujours bien. C'est bon. Doudou, arrête de toucher mon cadre. Et je te disais, parfois, on a l'impression qu'on y perd au change. Alors, j'ai pas envie de dire qu'on est mieux loti à Paris ou quoi, mais en province, parfois on cherche du boulot, parfois on a envie, tu vois, de briller, on a envie d'être quelqu'un, on a envie de s'épanouir culturellement, artistiquement. C'est pas un secret que de dire que c'est difficile. C'est très difficile, j'imagine, tu vois, de juste trouver un groupe en commun, une tribu qui parle le même langage que toi, les mêmes codes, la même passion, tu vois, que tu sois passionné comme moi de manga à l'époque, ou de karaté, ou de musculation. Putain, va les trouver tes potes en province. Bonne chance. Et je trouve que quand les provinciaux arrivent dans une autre ville, une plus grosse ville, alors d'un coup, tu sais, c'est comme si quand ils arrivent à Paris, quoi, ils voient tout de suite les milliers de possibilités que nous, on ne voit plus. Les opportunités, à Paris, on les voit plus. Tu sais, on est bridé. Et malheureusement, on a aussi, tu sais, ce truc d'enfant gâté où on se dit non, mais c'est nul, il pleut, les gens ne sont pas contents. Alors que, mec, il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut. Et tout à l'heure, tu me l'as dit, on en parlait. Mais j'aimerais bien que tu me le redises. Avant de s'expatrier ou avant d'immigrer, quel conseil tu donnerais à un Français qui a envie de partir vivre à l'étranger et surtout aux États-Unis? D'avoir déjà une ligne directrice, un but précis et de ne pas y aller comme ça à l'arrache, quoi. Y aller à la limite pour voir déjà une première fois comment ça se passe, parce que y aller pour les vacances et y aller pour y vivre, c'est complètement différent, quoi. Doudou, arrête, je suis désolé mon pote, mais là j'ai... Elle a fait bouger? Elle a bougé mon cadre encore. Saleté. Hop. C'est vrai? Oui, parce que depuis tout à l'heure, je... Ok, on y est. Doudou, je vais t'enfermer, hein. Viens bébé. La prochaine fois, j'enferme si elle nous embête encore. Excuse-moi, tu disais ne pas y aller à l'arrache comme ça. Ouais, parce que justement, à l'époque, comme je parlais tout à l'heure, d'Arnold, Van Damme et tout ça, ils y allaient un peu plus, on verra bien ce qui va se passer, mais sauf que maintenant, c'est plus du tout pareil, quoi. On peut pas se dire, je pars comme ça du jour au lendemain, on verra bien ce qui se passera. Et même toi, c'est ça la foi. Toi, tu es allé, et t'as vu comment c'était super dur. Galère. Franchement, c'est galère. Et encore, moi, j'ai été visa, mon école d'acting, de l'argent. Ouais.
Enfin, je trouve que j'étais très bien loti. Bah dis donc. Ouais. Waouh, les gens ne s'imaginent pas à quel point c'est dur et à quel point le choc culturel est fort. Et pourtant, hein, là on parle d'un bodybuilder qui vient d'Avignon, donc on peut dire que t'as prouvé dans la warrior mentality. Je pense que j'ai un bon drive moi aussi, et t'es d'accord avec moi, c'est chaud. Très très chaud. Il faut être solide mentalement, et ouais, il faut partir avec un projet et pas se dire on verra bien. C'est possible, mais très honnêtement, de nos jours, partir sans projet, se dire juste je veux partir aux États-Unis ou m'expatrier parce que j'ai vu des belles images ou parce que ci, parce que là, c'est compliqué quoi. Mais les gens on n'est pas heureux aussi, il y a une jeunesse qui n'est pas heureuse aussi en France, et on se sent bridé, on se sent c'est pas faux. Pas compris. C'est pas faux. T'en es la preuve, j'en suis la preuve, hein. Sinon tu vois, on resterait ici, on ira ici les Moulineaux à Boulogne, et puis ouais, serait la fonte là-bas. On a cette sensation là-bas que tout est possible justement, mais avec beaucoup de travail. Il ne faut pas se dire je vais réussir là-bas mais je vais me la couler douce ou quoi. Non, il faut travailler plus qu'ici. Ouais. Mais il y a plus de possibilités. Effectivement, on peut vraiment. Voilà, tu as l'impression que tout est possible. Ça te booste tous les jours, dans la vie de tous les jours. Ouais. Donc disons que tu donnerais 3 conseils à un jeune là qui vient d'Avignon, qui vient de Strasbourg, qui vient de partout, et qui te disent là j'en ai marre de la France et je veux aller vivre aux États-Unis. Déjà, qu'ils viennent faire un tour sur place déjà pour s'apercevoir de ce que c'est, parce que moi la première fois où j'ai mis le pied sur le sol américain à Miami, je me suis dit c'est bon, c'est là que je vais vivre. Ouais. Et après, je savais déjà quoi faire, j'avais déjà quelque chose de solide derrière, mais après, voilà, une fois qu'on est sur place, là il faut se dire comment je vais réussir à m'implanter ici et par quels moyens je vais y arriver. Et à partir de là, il faut trouver son fil conducteur et après ne plus jamais rien lâcher jusqu'à ce qu'on ait atteint son objectif, quoi. Jusque ce moment-là, il y a 1 milliard de variations. Exactement. Et d'obstacles. Ça fait pas ça, ça fait ça. Et non. Qu'est-ce que tu lui dis dans les moments difficiles? Où vraiment il n'y a plus d'espoir, où vraiment il se dit ah, j'ai pas les moyens financiers. Pourquoi tu as décidé de partir? Quelles étaient les raisons qui t'ont fait que tu t'es dit je veux partir, je veux m'expatrier? Voilà. Rappelle-toi de ça déjà dès le départ. Pourquoi? Moi, c'était pas j'en ai marre de la France. J'adore la France aussi. Ouais. C'était ma passion, c'est ça. C'est le bodybuilding, l'acting, tout ça. Mais en France, c'est vraiment fermé dans ce milieu-là. Et si je veux m'épanouir dans ce que je fais, ce que j'aime, c'est là-bas qu'il faut que je sois. Jamais, en restant à Avignon, il pouvait m'arriver quelque chose, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'était pas possible. Mais c'est vrai. Mais pendant des années, avant de faire la... Voilà, j'ai envoyé des millions de mails en réponse à des castings avec mes photos, CV et tout ça, mais pour rien. J'ai fait ça pendant des années, j'ai jamais eu un seul truc, et à un moment donné je me suis dit bon, il faut faire quelque chose, quoi. Que ce soit Avignon ou Montpellier après, je me suis dit mais jamais il m'arrivera quelque chose ici. Pour un musicien confirmé, pratiquant d'arts martiaux, bodybuilder, enfin les qualités sont là, et malgré ça c'était dur d'avoir du casting. Très dur. Dans ce que je voulais faire, je pouvais très bien rester coach toute ma vie, avoir une vie tout à fait bien et agréable. Mais j'avais, voilà, quand on a vraiment des rêves, c'était pas possible en France. C'était pas possible. Donc voilà. Quand est-ce que tu as décidé d'aller aux États-Unis? Alors, disons que dès que j'avais déjà 14-15 ans, c'était mon rêve. Mais après, il faut être réaliste aussi.
c'est pas partir sur un coup de tête comme ça, donc je savais qu'avant il fallait que je sois blindé. Blindé de quoi? De tout. C'est-à-dire blindé de diplôme, blindé mentalement, voilà, que je sois... C'est pas un peu de la procrastination ça, de vouloir toujours tout préparer? Si, aussi. Est-ce mais que ça, c'est dans mon tempérament. Déguisée? C'est mon tempérament à moi et voilà, pour moi, il fallait que je me prépare à ça. C'était pas... voilà, il fallait que je prévoie pas tout, parce que tout est imprévisible et jamais c'est... Voilà, ce que tu vas faire, ça n'arrive jamais comme tu veux. Il y a toujours, tu le sais toi-même. Le jour et la nuit, entre ce que tu imagines et le résultat. Et il faut t'y faire. Il faut absolument au final, l'accepter. C'est ça qui te forge aussi ton caractère et ton... Voilà, Mais comment dire à quelqu'un, et à soi-même, vas-y, fonce, aie l'œil du tigre, crois en tes rêves, aie la foi, sois une bonne personne et travaille dur, et en même temps, lui dire ou se dire, ouais, mais en même temps, vas-y doucement parce qu'il vaut mieux se préparer. Et tu vois, quelque part, il y a un paradoxe là-dedans. Ouais. Et crois-moi, c'est un calcul que j'arrive toujours pas à résoudre pour moi-même. C'est vrai. Après, comment dire? À un moment, on va le prendre le sac à dos et puis on va se dire, vas-y, ciao. Ouais, mais à la limite, pourquoi pas? On fait son expérience et on voit les réelles difficultés que c'est. Et puis, mais là, on va revenir, on aura fait son expérience et on va se dire, bon, ok, maintenant, je sais ce qu'il faut que je fasse pour y arriver. Et surtout, ce que je ne dois pas faire. Et ce que je dois pas faire. Parce que ça, peu de gens le savent. Ouais. Mais on en parlait tout à l'heure. Corrige-moi si je me trompe. Comment dire? Quand tu commences à perdre, pas 1000, pas 2000, pas 5000, pas 10 000, mais plusieurs dizaines de milliers d'euros dans ton rêve ou dans tout ce dont on est en train de parler là-dedans, en gros, t'es pas encore sérieux. T'as pas encore atteint un niveau où... Ouais, c'est ça, malheureusement. C'est une expatriation comme ça, il y a des frais terribles, que ce soit d'avocat d'immigration, de vie, de tout. Déjà, même si tu as prévu un budget, ça sera toujours plus que ce que tu as prévu. Est-ce qu'on peut dire le double ou le triple parfois? Parfois, ouais. Malheureusement, c'est... Peu de gens le savent, ça. Ouais. Et les gens n'y croient pas. Non. On pense J'ai l'impression que les gens ne sont pas prêts à entendre la vérité. Non, c'est ça. C'est que... Ouais, ça a un coût, quoi. Ça a vraiment un coût. C'est pour ça que quand je dis aller là-bas avec son sac à dos et tout... Alors ouais, si tu veux rester illégal, c'est peut-être possible, mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rien pouvoir faire, quoi. Tu vas devoir te cacher tout le temps, tu vas devoir... c'est pas du tout une solution, tu pourras jamais évoluer au final. Et en plus, si t'as un rêve, un rêve précis, ouais, c'est ça. Donc non, à la limite, se rendre compte par soi-même déjà de ce que c'est la difficulté, et là, se dire, ok, il faut que je mette tout ça en place pour pouvoir réaliser mon rêve, et ça va prendre du temps. Et toi, t'en as passé du temps dans la salle de sport, au répète, à la maison, à étudier la nutrition, la diète, tout ça, en plus du travail, tu vois, classique, quoi. Du travail de coaching, du travail sur toutes tes activités que tu as pu avoir depuis des années. Et je trouve que vraiment, c'est chapeau. Franchement, moi, je la connais, la vérité, et ça fait beaucoup de travail. Ouais, t'as du mérite. Écoute, faut vouloir bosser 14, 16 heures, 18 heures par jour pendant des années pour... Ils sont les 35 heures là-dedans. Ouais, les 35 heures, ils sont en 2 jours, quoi. Ils sont où les vacances? Mais après, c'est vrai, il y en a qui vont te dire, mais c'est pas une vie. C'est ça. Ils sont marrants, les Français, quand ils sont à l'étranger, ils parlent... Mais ça convient pas à tout le monde, attention. Je dis pas qu'il faut faire ça. Mais si on a un rêve précis qu'on veut faire... Donc voilà, il faut se dire qu'on n'a qu'une vie, quoi. Donc si je veux arriver à ça, et que ce soit pas que dans mes rêves, mais que ce soit en réalité, il faut... Tant pis.
C'est les 35 heures, ben ça n'existera pas chez moi, quoi. Mais après, je critique pas ceux qui sont. Il y en a qui sont heureux dans leur boulot et ils sont très heureux. Moi, je critique pas du tout là-dessus. Pas du tout. C'est même très respectable. On en parlait tout à l'heure. Je me souviens plus très bien, mais tu vois, déjà tous les deux, on vient de familles. Tu vois, normal, quoi, qui ont toujours travaillé, qui se sont tués à la tâche. Pour nous, enfin, je sais pas, mais il n'y a jamais eu quelqu'un qui nous a montré les clés en disant voici les raccourcis, voici comment faire fortune en 20 fois moins de temps 100 fois plus rapidement. La labeur est là. C'est ça, mais tant mieux, je veux dire, parce que si en même temps, si on m'avait tout mis sur un plateau, j'aurais pas eu cette force de continuer, de jamais rien lâcher, tu vois. Donc désolé. Vas-y. Hop. Alors là, la ninette, c'est fini. C'est bon. Ouais, tu veux mettre ça là? Merci. On devrait être bon. Ok. Désolé mon pote. On a parlé, bon voilà, de l'expatriation. Juste un dernier truc sur l'expatriation que j'ai vécu aussi. J'aimerais bien avoir ton avis dessus. Comment dire? Je me suis jamais senti autant français et autant en manque de la France et de la culture et de la gastronomie et de la bouffe et de la façon de vivre que quand je suis à Los Angeles, que quand je suis à l'étranger, quoi. Est-ce que tu le ressens ce manque à Miami? Ouais, quand même. C'est vrai que maintenant à Miami il y a quand même une grosse communauté française maintenant, mais j'avoue qu'on ne traîne pas vraiment trop avec des Français, très peu. Et puis bon, le but de l'expatriation aussi, c'est de découvrir aussi une autre culture et d'essayer de s'intégrer au maximum. Donc tant qu'à faire, voilà, autant. Mais il arrive un moment où c'est vrai que ça te manque, quoi. Ça manque. Ça manque. Ouais, les restos français, mais il y en a de plus en plus et du coup, voilà, on va. Je me souviens, moi, juste parler français. Par exemple, quand vous êtes passé me voir à LA. Toi, tu n'avais pas parlé français depuis un moment. Bah ouais, parce que tous mes amis étaient américains ou alors étaient immigrés aussi, mais on parlait anglais. Je connaissais pas beaucoup de français. Très peu d'amis français, peut-être un ou deux. C'est très peu, tu vois. Et en plus, eux aussi, ils étaient en train de travailler, ils avaient leur vie et tu vois, on n'a pas autant de temps à l'étranger qu'on a en France. C'est ça, exact. Et tout le monde court après ses rêves. Et toi, tu cours après les tiens. À Miami. Donc, je voudrais parler de ça rapidement. Ça t'a manqué un peu la France? Ça te manque parfois? Qu'est-ce que tu fais quand ça te manque? Là où ça m'a manqué le plus, c'est au moment de l'attente des visas et cartes vertes et compagnie, parce que là, du coup, tu te dis, c'est tellement galère à un moment donné, et il y a tellement de bâtons dans les roues, tellement d'obstacles, que tu te dis, est-ce que vraiment ça vaut le coup de tout ça? Au final, la France, c'est quand même bien. La France, c'est bien. Hein. C'est super. C'est top. Mais je t'avoue que moi, depuis quelques mois, mais c'est clair. Mais moi aussi, le fait de, voilà, en plus revoir la famille, les amis, tout ça, c'est clair que, voilà, Mais après, à un moment donné, tu te redis, mais quand même, j'ai fait tout ça, je suis allé jusque là pour abandonner si près du but. Non. Et là, tu te remotives et puis tu te dis, ok, pourquoi je suis parti? Et là, tu te refais le parcours et tu te dis, attends, on va pas arrêter maintenant, quoi. On va pas lâcher maintenant. Donc, Quel champion. Quel champion. On en vient à ta carte verte. Ouais. Très rapidement. Enfin, je pense que toi, tu l'as eu assez rapidement, ouais. Juste après ton visa. Je crois 1 an après mon visa. Ouais. En fait, avant d'avoir mon visa, j'ai regardé déjà les visas qui débouchaient sur des cartes vertes, parce que c'est pas tous les types de visas qui débouchent sur les cartes vertes. Et il y avait un visa qui pouvait déboucher assez rapidement sur une carte verte, qui était le visa O, qui s'appelle Extraordinary Ability. Donc compétences extraordinaires,
voilà. que tu as, mon pote. Merci. Et donc j'ai dû prouver tout ça. J'ai dû prouver donc ces compétences extraordinaires qu'ils demandaient pour ce visa. Ouais. Et donc moi c'était dans le fitness model, etc. Donc j'ai dû faire un dossier de fou furieux avec des... Tu peux t'imagines, voilà, je t'en avais déjà parlé, c'était énorme. Ah, je les ai vus faire. Hein. Voilà, j'ai commencé le mien, je ne l'ai jamais fini. Mes proches là-bas que tu as rencontrés, ouais, pareil. Ouais. Les dossiers sont énormes. C'était énorme. Ils sont énormes. Et une fois que j'ai eu ce visa, j'ai continué à travailler de suite dans l'objectif d'avoir cette carte verte. T'as pas traîné? J'ai pas traîné et donc de suite j'ai enchaîné le processus et donc j'ai mis à peu près 1 an pour refaire un nouveau dossier dans le même, parce que c'était le même, si tu veux, catégorie de visa, donc c'était une carte verte. Je voulais pas de sponsor. Un sponsor, en gros, c'est une société qui te sponsorise pour voilà. Mais je voulais être libre et pas être accroché à une société, etc. Donc je me suis auto-sponsorisé pour la carte verte. Et donc tu peux le faire que si tu as ce genre de visa haut, donc compétences extraordinaires, tout ça. Et donc là, ça a été un boulot à temps plein pendant plus d'1 an, en plus de mon boulot. Ouais. Pour réaliser ce dossier, pour faire toutes les recherches. Donc c'est deux boulots à temps plein. Deux boulots à temps plein. Et ensuite, la vie privée, on n'en parle même pas. Non. C'est le bonus. C'est le bonus. Donc ouais, super galère. Félicitations. Franchement, je suis super content pour toi parce que tu le mérites. Autre chose que tu mérites et qui est arrivé très rapidement après, c'est la carte pro. Alors, écoute, la carte pro, donc comme je t'ai dit tout à l'heure, j'avais eu une carte pro donc d'une fédé moins connue, moins importante que l'IFBB. Ouais. Mais une fois que j'ai eu ça, je me suis dit mais en fait c'est pas ça quoi. Je veux pas être juste ça. Moi je veux faire Olympia quoi. Wow. Et Mister Olympia, pour ceux qui connaissent pas, c'est vraiment la compétition suprême de tout bodybuilder veut faire un jour dans sa vie quoi. C'est là où même les gens comme moi qui juste poussent parce que on aime ça. C'est un rêve. Olympia, c'est la compétition qui se passe chaque année à Las Vegas et ça rassemble les meilleurs bodybuilders au monde qui sont sélectionnés, qui sont invités pour cette compétition-là. Et c'est là qu'est passé Arnold, c'est là qu'est passé Frank Zane, les plus grands. Comment il s'appelle le champion là, Mike Phillips? Phil Heath. Et là, c'est celui qui est champion de titre, donc là c'est lui. Voilà. Mais dans ma catégorie à moi, qui est men's physique, donc c'est une catégorie où c'est plus athlétique, c'est pas la course à la masse, c'est vraiment la course plus à l'esthétisme et à, disons, l'accessible, on va dire ça. Et donc moi c'est une catégorie qui me convient tout à fait. Et donc, écoute, là on verra bien. Avoir un Français d'Avignon à Olympia. Ça serait génial. C'est énorme. J'ai commencé à suivre ta série de vlogs, Road to Olympia. Oui. C'est peut-être comme ça que je vais appeler ton épisode d'ailleurs. Écoute, pourquoi pas, avec Road plaisir. to Olympia, ça me dit bien. ça te ressemble bien. Et donc, quand est-ce que tu concours alors à Olympia Las Vegas là? Alors là j'ai eu ma carte pro il y a quelques mois et le truc c'est que pour se sélectionner pour cette fameuse compétition, il faut soit gagner une compétition pro, soit donc être dans le top 5 et sur la saison accumuler un certain nombre de points pour être au final sélectionné. Donc c'est encore un parcours du combattant comme tu peux l'imaginer, donc c'est pas encore gagné. Mais j'ai envie d'être le premier Français à faire Mister Olympia en men's physique quoi. C'est mon objectif, c'est mon challenge. C'est mon challenge. C'est ton challenge pour 2017. Si c'est pas 2017, ça sera 2018, mais je le ferai. J'ai vraiment envie de le faire et c'est un objectif. Voilà, ça serait énorme. Que dire aux jeunes ou aux moins jeunes qui commencent à pousser à la salle, qui commencent à découvrir les catégories men's physique, tu vois, il n'y a pas que les Kai Green et les Arnold. Tu vois, toi t'en es l'exemple. Tu vois, il y a aussi des choses beaucoup plus légères. Accessibles. Accessibles.
Mais ça n'enlève rien à la beauté de la chose. Ah oui, bien sûr. Et surtout à la difficulté de réussir dans ces catégories. Bien sûr. Est-ce que je suis content parce que tu vois, quand on s'est rencontrés, enfin moi je l'ai pas tout de suite vu parce que pour plein de raisons. Mais quand tu m'as dit ah non mais Djabal, il y a quelque chose, il y a un potentiel. Ah oui. Je sais pas pourquoi moi je t'ai pas cru. C'est vrai, tu m'as pas cru. Là, je commence à me dire waouh, le mec c'est un champion, il a une carte pro internationale. Là, je commence à voir, tu vois, à quel point tu as évolué, à quel point tu es devenu énorme, dans les deux sens du terme. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression dans ce genre de catégorie de fitness, on s'octroie pas le plaisir de rêver et de se dire oui, moi aussi je peux faire ça. Ouais, bien sûr. Puis en plus, voilà, quand je t'ai vu, je me suis dit, lui, déjà, il a la génétique pour. Et quand j'ai vu tes photos et tout ça, voilà, t'avais déjà un physique. Mais j'avais rien à voir avec ton physique. Enfin, toi, t'étais beaucoup plus développé, très tracé. Ouais, mais t'avais déjà la structure, t'avais déjà la base et tout ça, quoi. Donc, sans pour autant t'entraîner comme un fou furieux et être au top à la diète et à l'entraînement, quoi. Donc, t'avais déjà les bases, quoi. Donc. Et ça, je pense que beaucoup de personnes ont ce genre de base et ont envie de suivre tes pas et de continuer dans ce sport. Est-ce que qu'est-ce qu'on pourrait faire qu'est-ce qu'on pourrait se dire pour encourager? Par exemple, là pour moi, là je me dis, ok, c'était quand? C'était en 2012, 2013. Ouais. C'est il y a longtemps, en 2017. Quel conseil tu me donnerais si je te disais allô Julien, j'ai envie de me lancer dans le fitness et j'ai envie de me lancer et j'ai envie d'être comme toi, quoi. J'ai envie d'être comme toi et j'ai envie de briller et de rayonner sur les podiums. Pareil, la diète et la salle de sport, c'est quelque chose que j'adore faire. J'aime ce sport-là. Et qu'est-ce que tu me dirais? De prendre un coach. Ouais. Je l'ai déjà. Déjà. Parce que c'est vrai que si tu pars sans rien, sans programme d'entraînement, sans programme diététique, sans connaissance sur la diététique et tout ça, tu vas perdre un temps fou. Mais si déjà tu prends quelqu'un qui va te donner déjà les clés, bah, tu vas gagner un temps fou, quoi. Tu vas gagner un temps fou. On parle de mois ou on parle d'années là? Ah non, on parle d'années. Ah ouais. On parle d'années. Là, déjà, si tu me dis en termes de mois, je vais te dire, attends, c'est pas fait pour toi. Mais moi, je veux, comme tout le monde, on veut des abdos et des pecs sur Instagram. Je sais. Maintenant, dans 2 semaines, là, tout de suite. Tout le monde veut ça. Donc, on est dans une société de consommation où les gens veulent tout de suite. Et ben non, ça marche pas comme ça, quoi. Avec le bodybuilding et le fitness. Il faut être réaliste. Il faut être réaliste. Ça se forge sur des années. Donc, si on n'est pas prêt à se dire ça va être un mode de vie pendant des années, c'est qu'on n'est pas fait pour ça. Oh, laisse-la. Ça prend vraiment des années. Ouais. Alors la première année, on va progresser très rapidement parce que c'est nouveau pour le corps, c'est nouveau et donc on va réagir au début. La première année, on peut manger entre guillemets presque n'importe quoi et s'entraîner un peu n'importe comment. Quoi qu'il arrive, on va prendre. Parce que notre corps, il a jamais fait ça, on lui a jamais fait subir ça. Donc la première année, quoi qu'il arrive, on va progresser. Après la deuxième année, déjà ça commence à être plus dur. Il faut se structurer, son entraînement, sa nutrition et tout ça. On va continuer à progresser les 5 premières années. Après, c'est là où ça va être super dur. Les 5 premières années, tu parles d'années, c'est... Ah oui. C'est énorme pour certains. Et... Ah non, il faut raisonner en termes d'années. Je vais pas mentir aux gens en leur disant dans 3 mois tu vas être énorme et sec. Hein. Il y en a beaucoup qui apparemment le deviennent énorme et sec rapidement là depuis quelques temps grâce aux vidéos YouTube, grâce à l'information aussi, tu vois, qui se démocratise, la diète et les coachs comme toi. Ouais, après le problème c'est ça, c'est que aussi c'est là où rentre malheureusement le dopage, c'est que les gens veulent tout de suite devenir énorme et sec. Ils ont 18 ans et ils veulent en 3 mois ressembler à un mec qui a 20 ans de muscu.
Et du coup, ils vont prendre des raccourcis, écouter n'importe qui, n'importe quoi. Ça se fait beaucoup, ça? Oui, ça se fait beaucoup. C'est vrai, en France? En France, partout, oui, oui. Et plus que ce qu'on croit, et des gens de plus en plus jeunes. Et... Qu'est-ce que c'est, le dopage? C'est quoi? C'est stéroïdes? Ouais, c'est ça, c'est stéroïdes et tout ça. Et le problème, c'est que les gens pensent que même si ce sont des cachets, ça va rien me faire, c'est juste un petit truc. Non, c'est pire que tout. Donc non, et du coup ils connaissent pas comment ça se passe, ils connaissent pas la physiologie. Il y en a, ils savent même pas ce que c'est. Ils savent pas ce que c'est. Ils pensent que c'est de la prot au chocolat ou à ouais, la vanille. Bon, là, quand même, je pense qu'on commence quand même à comprendre ce que c'est, à savoir, mais bon, voilà, c'est... Et puis, il y a tellement aussi d'amalgame, on pense en France encore que la prod c'est du dopage, quoi, donc c'est vrai que c'est... Bah, ça ressemble, c'est de la poudre, on est encore retardé là-dessus, quoi, parce que ça fait beaucoup de complexes, hein. Ouais, ça nous tu pose vois pas un mec sortir un shaker, tu te dis, mais lui, c'est de la gonflette, c'est un dopé. Ouais, voilà. Mais non, mais il faut tous... C'est toujours pareil, il faut savoir se poser les bonnes questions et se dire qu'est-ce que c'est. Donc une fois qu'on sait ce que c'est, quand tu donnes du lait en poudre écrémé à ton gamin, c'est quoi? C'est la même chose, sauf que c'est sous forme de poudre, quoi. Donc voilà, c'est la même chose. La whey protéine, c'est du lait, du petit lait ultra filtré où on a enlevé tout le sucre, tous les glucides et tout le gras et qu'on l'a vraiment ultra filtré pour qu'il soit le plus pur possible. Mais là-dedans, il n'y a aucune notion de dopage. En mangeant du blanc de poulet, en mangeant des blancs d'œufs, tu as de la protéine. Donc c'est... C'est quoi ta diète rapidement, par exemple un jour normal, qu'est-ce que tu manges? Alors ça dépend si je prépare une compétition ou si je suis comme maintenant hors saison, c'est totalement différent. Hors saison, on est freestyle? Non. Non? Alors là, c'était freestyle uniquement pour les fêtes, parce que là j'avais besoin de relancer mon métabolisme aussi, parce que j'ai été en restriction calorique pendant plus de 2 ans pour enchaîner les compétitions, ça a été très très dur et donc forcément ça met ton métabolisme à rude épreuve. Et mon corps là il brûlait plus rien, quoi. J'avais beau manger le strict minimum, cardio à fond et tout, le corps il disait stop, donc là il me disait bon il faut se relâcher, il faut se reposer, donc j'écoute et je profitais de la famille, mais après là je vais me remettre. Je m'autorise un repas ou 2 quand je suis hors saison, plaisir, ça fait du bien pour le mental, les fameux cheat meals comme on dit. Repas plaisir, tout simplement parce que ça me fait du bien à l'esprit et au corps, et puis voilà, j'en ai besoin. Mais le reste du temps, non, je calcule mes calories, je mange de façon précise, je répartis mes protéines, glucides et lipides vraiment de façon assez précise. C'est un truc que j'ai toujours fait, on m'a toujours pris pour un malade. Ah ouais, enfin, toujours. À partir du moment où j'ai découvert que voilà, la nutrition c'était important. C'est la seule façon d'avoir des résultats, quoi. Si tu contrôles pas ce que tu manges, c'est pas possible, quoi. C'est sûr que c'est quelque chose de compliqué au départ, mais une fois que tu l'as mis en place, tu vois. Et ça impressionne et ça. Les gens ils te posent des questions, mais pourquoi tu manges ça? Pourquoi tu manges pas ça? Pourquoi t'as coupé? Pourquoi tu. Beaucoup de pourquoi. Et t'en as pas marre des brocolis et du blanc de poulet et tout ça? Ben ouais, mais moi je mange pas pour me faire plaisir là, hein. Je mange pour nourrir la machine et pour ma passion, pour mon sport et tout ça. Donc après il y a les repas plaisir hors saison, mais sinon le reste du temps, non, tu manges pour... ça fait partie du mode de vie culturiste, bodybuilder, fitness. T'as lancé ton activité sur internet aussi. T'as ton site web où est-ce que tu... déjà t'as les vidéos où est-ce que tu donnes beaucoup. Franchement, entre les barres protéinées à moins d'€1, les hits, vraiment moi-même, j'ai eu la chance d'aller à la salle avec toi. D'ailleurs, tu te souviens quand on est parti à Gold's à LA? On a croisé Arnold Schwarzenegger. C'est un truc de ouf. Ouais, exact. Le premier jour où on va à la salle, il est là. Il est là, on prend des photos avec lui, super cool le mec. Et là ça paraît incroyable. Jamais j'aurais pu croire un jour, même si tu le rêves, que tu vas rencontrer ton idole de ta jeunesse. En fait, moi je m'en rendais pas compte. Parce que là je commence à voir, tu sais, quand les gens ils mettent des photos sur internet, sur les vidéos, ouais, j'ai rencontré Arnold.
Pour moi, c'était. Mais là, je commence à me dire, ah ouais, quand même. On est parti à la salle, toi et moi, on a fait la photo ensemble, le selfie. Ouais, selfie, cool. Et moi encore, je l'avais déjà vu, je crois que c'était l'année d'avant. C'est pareil, je l'avais rencontré, la première fois que je l'ai vu, c'était énorme. Et j'avais pas pu faire la photo le premier jour, j'avais pas envie de le suivre et tout ça, de faire le... Tu vois, le fan. Ouais, j'avais pas... Et puis j'aime pas déranger les gens, tu sais, Et du coup, je l'ai laissé partir, j'étais dégoûté, j'ai dit à ma femme, je suis blasé, il était là et tout, j'ai même pas la photo. Et le lendemain, on revient, et puis là, il était là, et dispo et tout, et c'est lui qui nous a dit... On a passé un bon moment avec lui. Ouais, on a un peu discuté et tout ça, puis dehors, il était là avec avant de partir, avec son vélo, avec le pneu comme ça et tout, les lunettes, et il a joué le jeu, tu sais, à la Terminator, et des photos et tout ça. Et là, c'était énorme, quoi. Qui est-ce que tu aimerais rencontrer dans les stars du bodybuilding là déjà j'en ai rencontré beaucoup. Parle-moi rapidement de Musclemania. T'as organisé Musclemania en France. Ouais. C'était en quelle année et qu'est-ce que c'est? Alors attends, c'était en 2013 ou 2014 2014, c'est ça? 2014, ouais. Donc, Musclemania, c'était la première fédé dans laquelle j'ai concouru en fitness model au départ. Et ma première compétition, ça a été à Miami, en 2013 pour le coup. Et donc c'était catégorie fitness model. Mais je savais même pas qu'il y avait un truc comme ça, moi, à Paris à l'époque. Écoute, c'était assez récent. Ma première, c'était à Miami. Et après, j'ai fait compète à Paris. Et donc à Paris... À Paris, c'était en quelle année? C'était 2013. Et je sais pas, peut-être 2012, un truc comme ça, je sais plus exactement. Et on peut dire que t'as amené tous les Simeone Panda, les Ulysses pour l'organisation à Paris. Donc en fait, pour revenir à cette fédé, donc j'ai été le premier pro français men's physique dans cette fédé-là, en gagnant le toute catégorie men's physique à Paris. Super compétition. Après j'ai concouru aussi à Las Vegas et j'avais fait deuxième en fitness model. Muscle model et voilà, puis j'avais fait aussi men's physique, j'avais refait encore une à Miami et après j'ai organisé donc avec ma femme celui de Paris et donc ça a été une nouvelle expérience, nouveau challenge, c'était énorme, on voyait du coup l'envers du décor, tu vois, donc là ça a été aussi un boulot de taré. Mais bon, c'était génial, c'était un truc différent et au final, c'était quand même une expérience extraordinaire. Donc il y avait des Français, des étrangers? Ouais, il y avait des Français, des étrangers, du monde entier qui venaient. Il y avait quel pays par exemple? Il y avait qui partout, il y a eu des Américains aussi, et puis on a fait venir Ulysse et Simeone Panda, donc qui sont maintenant quand même très connus dans le monde. Ça c'était en 2013? Ouais, 2013. Moi, je connaissais pas leur nom, mais je les voyais sur internet, quoi, mais je savais pas trop qui c'était, quoi. Si, et maintenant, ils ont fait leur bon bout de chemin tous les deux. Ils sont très très bons dans ce. Mais voilà, puis après on se revoit régulièrement sur des salons, sur des trucs comme ça, et donc voilà. Ils te reconnaissent, c'est ça? Oui, bien sûr. C'est quoi? C'est Frenchy? Ouais, comme. C'est Julien? Ouais, c'est ça. Comment ils disent? Julian? Ouais, Julian. Julian. Avec un A en plus, ils mettent, tu sais. Ouais. Et non, c'est cool. Et puis, Simeone Panda aussi, il est venu pas mal de fois aussi à la salle de Mike Rashid à Miami. C'est ce que j'allais te dire, je t'ai vu sur YouTube avec Mike Rashid, avec City Fletcher. Ouais, énorme. C'est énorme de les rencontrer. Moi, j'ai essayé de les rencontrer plusieurs fois, jusqu'ici je les ai pas encore vus. Mais écoute, en 2-3 ans, j'ai rencontré Michel Lewin. Tout le monde, mais Jay Cutler. C'était bien aussi. Phil Heath, j'ai rencontré aussi, puis après Steve Cook, après Ryan Terry, enfin plein de personnalités du bodybuilding, du fitness que jamais de ma vie j'aurais pensé rencontrer. C'est énorme ce que tu racontes. Je les ai rencontrés. Qu'est-ce que tu te dis quand tu les vois et qu'est-ce que vous dites? Déjà, moi je me dis que j'ai de la chance parce que je me dis le nombre de Français qui aimeraient être à ma place en ce moment, en train de les voir, de les rencontrer, de leur serrer la main. Parce qu'après je suis assez avec ma femme, on est très impliqués dans les compètes
qui se passe en Floride, et des fois, parfois on aide à l'organisation, parfois on aide à plein de choses, on remet les coupes parfois, donc ça c'est aussi génial. Ah, je t'ai vu faire ça. Ouais, tu m'as vu. C'est énorme. C'est assez... Et du coup, ben, il y a tout le temps un guest poseur qui est dans ces compétitions-là, et donc des fois c'est Jay Cutler, des fois ça peut être c'est des grands bodybuilders de renom, et du coup nous on est en backstage avec eux, on leur parle, on passe du temps avec eux et tout ça, et je me dis ouais, j'ai vraiment de la chance, jamais j'aurais pensé un jour. Ah mais t'as été le chercher. Ah vraiment. Oui. Ben, c'est ça, et quand je repense à ces années où j'étais à Avignon ou à Montpellier, je me disais mais il faut que je parte d'ici parce que jamais de ma vie il m'arrivera un truc ici, quoi. Jamais je pourrais rencontrer. Jay Cutler à Montpellier ou à Avignon. Voilà, je pense pas que ça soit possible, tu vois. Donc je me suis dit non, il faut que j'aille là où tout se passe, quoi. Est-ce qu'il y a un point, est-ce que tu trouves un point commun à toutes ces stars, athlètes, célébrités, dont moi-même je suis super fan. Quel point commun ils ont tous lorsque tu les as rencontrés? La plupart, ils sont simples. C'est vrai? Ouais. Et il n'y en a pas un qui se la raconte. Il y en a toujours dans le tas, il y en a toujours, mais et la souvent, majorité. Ouais, et c'est souvent ceux qui ont le plus galéré qui se la racontent le moins, quoi, et qui sont le plus naturels, et qui sont le plus. Tout, on se dit vraiment les stars les plus connues, les plus. Super. The Rock. T'as rencontré The Rock? C'est un mec qui est ultra connu. Il était à Olympia à Las Vegas. Oui, j'ai vu ton vlog. Tu l'as vu? C'est vrai, ouais. Mais c'était le nombre de personnes qui sont allées on voyait que le mec, voilà, c'était le sommet, tu vois. On voyait que c'était la méga star par rapport au monde qui l'acclamait et tout ça. Mais lui était très simple. Et il était, mais vraiment, et c'est lui qui a remis après les coupes les stars les plus connues, les plus légitimes, ceux qui ont le plus de palmarès, sont souvent les plus simples et les plus humbles. À vrai dire, ouais. C'est vrai, c'est souvent ça. Après, il y a toujours des exceptions, évidemment, mais souvent, celles qui ont eu un parcours assez difficile et tout ça. Comment il est alors, rapidement, hein, moi, ceux que je préfère, vraiment, Mike Rashid, c'est une vraie inspiration pour moi. Michel Lewin, forcément, je la connais. C'est obligé. Et Jay Cutler. Jay Cutler, c'est avec lui que j'ai découvert le bodybuilding, honnêtement. Enfin, à part Arnold, tu vois. Et Jay comment Cutler, ils sont tous les trois? Ouais, vraiment super. C'est comme je te dis, super simple et tout ça. Ils ont réussi à transformer après leur passion en business, et à en vivre, parce que c'est pas tout le monde dans le bodybuilding. Malheureusement c'est un sport très dur, mais il y en a très peu qui arrivent à bien en vivre. C'est très ingrat. C'est très ingrat. Parce qu'à un moment tu vieillis, ou à un moment il y a de plus en plus de compétition, quoi. Mais c'est ça, mais même c'est pas un sport comme le foot où tu gagnes des millions et t'es tranquille après toute ta vie, quoi. Ouais. C'est un truc où si tu trouves pas la façon de rebondir et de transformer en gros l'essai en business, et derrière, il faut avoir l'intelligence, je pense, pendant que tu fais des compètes, à penser comment je vais pouvoir me servir de ça, de ma notoriété, de mon sport, de mes passions, en business. Mais pas business dans le mauvais sens du terme, hein. C'est business dans le... Il faut bien qu'on mange. Exactement. Dans le sens apporter quelque chose aux gens. Il y a un gros complexe en France, hein, par rapport à ça. Ouais. Vendre ses produits, être auto-entrepreneur ou être entrepreneur d'état d'esprit. C'est quelque chose avec lequel on galère encore, et je suis coupable de ça. Je galère moi-même aussi, tu vois, à me dire ça. Et moi-même j'ai du mal, parce que c'est vrai qu'avec ma chaîne je donne énormément de contenu gratuit, mais après à un moment donné t'es obligé de... Voilà, tu peux pas tout donner non plus, quoi. Donc tu donnes énormément, mais je donne beaucoup. Partages ta vie, je partage beaucoup, ta diète, ta vie privée, ton sport. Là on parle, ça prend du temps, mais c'est ça, de l'argent. les vidéos, toi tu sais, mais ça
prend un temps fou. Et quand tu fais le bilan entre ce que tu dépenses et les gens ne se rendent pas compte du temps dépensé pour faire ces vidéos, de l'argent dépensé, mais en même temps ça te donne tellement de satisfaction en retour quand tu rencontres les gens et qu'ils te disent qu'au final tu te dis bon, je fais pas ça pour rien quoi. C'est arrivé ça par exemple à Avignon, il y a des gens que tu connais pas qui t'ont dit bonjour, qui m'ont dit ah mais c'est génial, jamais j'aurais cru que tu étais d'ici, et qui me racontent leur parcours et souvent parfois ils ont suivi mon parcours. Que ce soit dans les diplômes ou dans les... Et ça me fait... je me dis, ah ouais, je fais pas tout ça pour rien. Je fais pas tout ça pour rien, quoi. Et c'est vrai qu'aux États-Unis, c'est très courant de... on se dit, j'ai réussi à atteindre certains objectifs et d'un autre côté, moi, je redonne un petit peu de ce que je peux, de la façon dont je peux. Moi, la façon de redonner aux gens, c'est ça. C'est ma chaîne, c'est les conseils, c'est les vidéos. Ça me permet de redonner quoi. Il y en a qui redonnent avec des sous, avec tu vois, mais moi c'est ma façon de rendre après l'appareil aux gens quoi. Donc c'est ma façon à moi quoi. Et ça me plaît. Bah tu le fais très bien. Merci beaucoup. Tu le fais très bien et t'as l'air heureux mon pote. C'est gentil. Est-ce qu'on a parlé de tout? Bah écoute, on n'aura jamais parlé de tout, sinon ça prendrait... C'est pour ça que j'ai inventé le Jabal Café. Pour parler des heures et des heures et des heures. On parlera jamais de tout, parce qu'il y a tellement de sujets, et on pourrait parler des heures et des heures, mais... Bon. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour les mois à venir, pour les années à venir? Quels sont tes goals sur lesquels tu vas vraiment travailler là, Dans tout ou dans quoi tu veux dire? Dans tout? Comme tu veux, dans ce que tu as envie de dire. Premier, la famille. Ouais. En deuxième, le bonheur en général. Après, ouais, que ma chaîne continue de monter, que le business autour de la chaîne et autour du sport, du coaching en général, continue de s'étendre. Olympia, la qualification, j'espère. J'espère. Je vais te suivre et je regarderai toutes les vidéos. Merci, j'espère être le... Ça fait plaisir de voir un Français et un Avignonnais. Un Avignonnais. Et peut-être Montpellier aussi, parce qu'au final j'ai vécu 10 ans à Montpellier. Donc je suis un peu des deux. Donc Avignon, Montpellier. Puis français tout court quoi. Et j'espère être le premier français même physique à faire Olympia, et ça serait mon rêve dans un premier temps. Tu vas y arriver, Et ça c'est que le début, parce que après ça sera l'acting plus tard. C'est clair, parce que t'es acteur à la base j'étais parti pour ça. Ah bon, on se retrouvera peut-être à ce moment-là. Bah, écoute, j'espère aussi, avec des parcours différents, mais au final voilà, carrément. On arrivera au même... Julien, merci infiniment d'être venu. Merci infiniment d'être, de t'être ouvert, d'avoir parlé, d'avoir répondu à mes questions. On parle aussi beaucoup en off, mais tu viens de le dire quoi. À un moment, il faut savoir rendre, donner en retour, chose que tu fais très bien à Avignon, à Paris, à Montpellier. Franchement, un Français à l'étranger aussi généreux que toi, j'en ai rencontré très peu. Merci. Vraiment, parce que souvent, on peut pas dire, on peut pas... Voilà, on protège un peu, tu vois, ce qu'on a construit, et on se protège aussi un peu, parce que c'est pas facile de laisser les gens entrer dans ton cercle. J'avais du mal au début, j'avoue. C'est pas facile, hein. Même moi aussi, je suis coupable de ça, tu vois. Souvent, j'ai pas répondu à certains messages parce que que leur dire. Je peux pas non plus répondre à tous mes messages maintenant. C'est pour ça que j'essaye de faire des vidéos un peu complètes où je réponds à certaines questions, mais les messages privés, malheureusement, je réponds à certains, mais je peux pas tout non plus maintenant. Et ça va en augmentant. Mais tant mieux. Tant mieux. Mais il y a tes vidéos pour prendre tout ça. Et vraiment, je tiens à le dire, tu m'as beaucoup inspiré ces dernières années. Merci. Franchement, beaucoup. tu m'as inspiré à regarder tes vidéos, à voir ton parcours en tant qu'expatrié, ton parcours en tant qu'athlète, en tant qu'homme, tout simplement, parce que, comme je te l'ai dit, je trouve que tu as progressé dans tous les domaines. Quand je regarde tes réseaux sociaux, tes vidéos, ta motivation,
ton coaching. Voilà, tu es en train de faire ça. Et d'être le témoin de ça et d'être ton ami, vraiment, je suis très reconnaissant et je suis très heureux pour toi. Et je te souhaite vraiment tout le bonheur du monde de continuer à faire ce que tu fais. Et évidemment, je serai toujours là pour toi si tu as besoin de quoi que ce soit. Mais tu te débrouilles tellement bien, écoute, déjà. Vraiment, merci mille fois de m'avoir invité et d'avoir pu parler de tout ça avec toi. C'était naturel, c'était qu'un plaisir. Voilà, j'étais bien à l'aise. Donc écoute, c'était... Quoi dire de plus? J'espère que toi aussi, tu réussiras tous tes projets. Là, c'est bien parti. Et j'espère que ta chaîne, ça va cartonner aussi. Que tous tes projets qui sont autour, voilà, j'espère que ça t'aura aussi donné la motivation de continuer à fond. Mais je sais que tu l'as. Je te regarde et t'es l'un de mes modèles. Là. T'es l'un de mes modèles et je te souhaite bonne chance, bon succès on the road to Olympia. Merci. Merci Julien, allez viens, donne-moi un hug. Pousse-toi Panda, viens on parle. Merci mec. Merci Julien.